Alors nous allons continuer avec des discussions, des tables rondes. Vous aurez la possibilité cet après-midi, plus que ce matin, de poser des questions. Donc vous n'hésitez pas, vous levez la main, on vous amène un micro. Et pour vous qui nous regardez via vos écrans, toujours le chat. J'aurai un œil sur le chat et j'essaierai de me faire le relais le plus simplement possible des questions que vous pouvez poser. Comme je ne les comprends pas forcément toutes, essayez de bien expliquer. Comme ça, voilà, je ne me tromperai pas dans les questions que vous posez. Nous allons donc démarrer cette séquence de table ronde par une discussion autour des résultats de prospective, de l'exercice qui vous a été présenté ce matin. Et je vais demander à Louis Laurent, à Yann Ferguson, à Aïda Ponce del Castillo et à Agnès Parent-Thirion de venir me rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir. Alors, je vais commencer par présenter les messieurs, puis après, je présenterai les dames. Louis Laurent, vous êtes ici. Louis Laurent, qui est de l'INRS, qui est le directeur des études et recherches, coordination des études et recherches menées donc à l'INRS. Vous êtes physicien, vous avez exercé pendant une vingtaine d'années, puis différents postes, dont 12 dans le domaine santé, environnement, travail. D'abord à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, puis à l'INRS. Aujourd'hui, vous serez en quelque sorte à cette table ronde la voix de l'INRS. On fait comme ça. Yann Ferguson, Labor IA. Vous êtes sociologue, chercheur à l'ICAM de Toulouse, associé au Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir. Vos travaux portent sur les transformations du travail initiées par la je vais réussir à le dire. Il m'a perturbé, Mioche. Par la digitalisation, en particulier l'intelligence artificielle. Vous êtes expert au GPI, le partenariat mondial, si on le dit en français, sur l'IA, au sein du groupe Futur du travail, c'est cela, responsable scientifique du Laboria, programme d'études de l'IA au travail du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion de l'INRIA, je ne le dirai qu'une fois. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles, je vais en citer un, en tout cas un livre publié chez l'Harmattan en 2020, Une IA au travail, 5 histoires d'hommes. On a ce que l'IA fait au travail également, me semble-t-il, qui est un précédent ouvrage sorti avant 2020 aux éditions de la Découverte, donc des travaux qui ont été salués, en particulier vos travaux sur la construction de la confiance envers l'IA au travail, qui a reçu le prix du Collège industriel de l'Association française d'intelligence artificielle en 2022. Aïda Ponce del Castillo est avec nous aujourd'hui. Grand merci d'être venue depuis Bruxelles, madame, nous rejoindre. Vous êtes avocate de formation. Si on lit les papiers qui vous sont consacrés, on vous appelle souvent l'avocate des conditions de travail en Europe. Donc c'est comme ça que je vous présenterai. Vous travaillez à la cellule de prospective d'ETUI, je le dis à la française, European Trade Union Institute, qui est la structure d'expertise de la Confédération européenne des syndicats. Vous me dites si je me trompe. Vous travaillez, on va dire, à la frontière entre la science et les technologies, les questions éthiques, sociales et juridiques. Et vous êtes chargé de diriger les projets de prospective. Agnès Parent-Thirion, voilà, qui est tout au bout. Vous aussi, madame, vous venez de loin, vous venez d'Irlande pour nous aujourd'hui. Cela fait plus de 20 ans que vous travaillez donc à Eurofound en Irlande, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous êtes notamment responsable de l'enquête européenne des conditions de travail. Vous allez d'ailleurs bientôt publier le prochain rapport, 70 000 entretiens dans 36 pays européens. C'est à la fin du mois, me semble-t-il, que sort ce rapport. Voilà. Je vous donnerai la date exacte tout à l'heure. Donc nous allons tous et toutes aujourd'hui discuter de cet exercice de prospective. J'aimerais démarrer par vous, Aïda Ponce del Castillo. Qu'est-ce que l'on peut attendre de l'IA pour la sécurité et la santé au travail ? Merci beaucoup et merci à l'INRS, particulièrement à Marc pour cette belle invitation. Je m'excuse parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle, alors vous devrez me décoder et je m'excuse si jamais je fais des fautes. Qu'est-ce que j'attends de l'IA par rapport à la santé au travail ? Une chose, c'est qu'elle ne automatise pas les principes de prévention. Pour moi, et j'imagine pour la santé au travail, les principes de prévention, c'est un jugement. C'est un jugement que c'est une capacité humaine. C'est aussi avoir du bon sens et c'est aussi respecter certaines règles. Donc, tous ces éléments qui composent le principe de prévention ne peuvent pas être automatisés, juste comme ça. Et alors, ça me semble un peu limité pour des systèmes d'intelligence artificielle de cibler sur la prévention exactement, parce que c'est vraiment, vous avez vu, la machine ou les systèmes complexes travaillent sur des tâches spécifiques, pas dans des systèmes complexes. Dans une entreprise, on n'a pas un seul système d'intelligence artificielle.
peut-être 2, 3 ou 4, avec d'autres machines et d'autres systèmes qui font une sorte d'assemblage. Alors, décortiquer tout ça, c'est pas facile. Et donc, pour l'intelligence artificielle et les systèmes de santé et sécurité, il vaut mieux que ça soit vraiment ciblé à des tâches faciles, mais qui ne prennent pas la place de principe de prévention, parce que sinon, alors, on numérise, on automatise et on dénaturalise la question de la prévention et des principes de précaution aussi. Donc, juste comme une première proposition, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout déléguer à la machine ne peut pas tout. L'être humain doit être primordial. Oui, primé. Je pense que ça, c'est une belle opportunité pour cet exercice, parce que je pense que l'exercice que l'INRS a fait, c'est plutôt vers les opportunités, qui est très bien, mais aussi il faut voir où on met les frontières. On sait que les machines ne peuvent pas tout faire, donc la prospective peut être aussi nous aider à voir les limites de la machine. Donc, et cet exercice peut avancer à voir quelles limites il y en a, qu'est-ce qu'on peut déléguer vraiment à des systèmes composés par des machines, parce que quand on parle de machines, je me suis aperçue au long de cette journée, c'est qu'on parle d'un système qui n'a pas d'âme, comme si la machine était toute seule. Mais il y a les messieurs qui ont programmé les robots, il y a les messieurs qui ont programmé tous les systèmes d'intelligence. Il y a toujours une logique humaine. Design by human. Oui, évidemment, il n'y a pas une machine autonome. Et je ne sais pas si on va arriver à voir ça. Donc, il vaut mieux au moins délimiter ce qu'on peut faire avec des encodages et ce qu'on ne peut pas faire ou on ne devrait pas faire avec des codes. Alors, il y a également, Agnès Parent-Thirion, la question du contexte dans lequel cette IA va s'intégrer. La population, alors moi je dis des travailleurs, elle est très fragmentée, elle a des contextes tout à fait différents. Et l'application de cette IA dans ces contextes différents sera différente également. Exactement. Donc, je pense que la première question, c'est est-ce qu'on en a besoin? On a besoin d'avoir une palette d'outils. Allez-y, ça doit fonctionner. Alors, je recommence, excusez-moi. Et j'ai l'habitude de parler en anglais, donc vous allez avoir beaucoup d'anglicismes. Désolée, pourtant je suis française. Voilà. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense que oui, parce qu'on voit, de point de vue empirique, on a 33% des personnes au travail qui rapportent que leur santé et sécurité est à risque. Donc, on a besoin de continuer à travailler sur la prévention, changer le travail pour qu'il soit mieux. Donc, on a besoin de rajouter à notre palette d'outils. Donc, s'il y a un outil avec des possibilités, utilisons-le. Mais utilisons-le bien et utilisons-le à propos. Et c'est là la question de quelle priorité. Où va-t-on l'appliquer? Où ce ne sera pas dangereux? Et est-ce que l'outil peut couvrir tout? Ben non, l'outil peut rarement couvrir tout. Et on voit très bien que les situations du travail sont très fragmentées. Et il y a des situations où il pourrait être plus approprié que d'autres. Par exemple, je me souviens toujours c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé il y a quelques années. Il y avait eu un accident dans une mine en Australie. On n'arrivait même pas à compter le nombre de gens qui étaient morts parce qu'il y avait des fragmentations de contrats, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir à quelles sont les applications les plus utiles, les plus susceptibles de rapporter des bénéfices sur la santé et sécurité. Et donc, c'est pour ça que l'exercice est intéressant, parce qu'il nous montre tous les moyens, tous les outils qui peuvent être à notre disposition pour essayer d'avoir cette application qui peuvent nous aider davantage. Et savoir dans quel contexte, à quelle population de travailleurs l'on s'adresse. Voilà, exactement. Par exemple, si je reviens donc au résultat de la dernière enquête qui sort le 29 novembre, on a distingué 4 groupes de travail durant le Covid. Donc, on avait les travailleurs en frontline, donc les travailleurs essentiels. Et là, en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'ils étaient effectivement très exposés au Covid, mais ils étaient très exposés à des longues heures, l'intensité du travail, etc. Et comment ont-ils été accompagnés? Parfois, on a relâché des règles de protection des travailleurs. Donc ça montre bien qu'il y a eu plusieurs mesures où les heures supplémentaires ont été autorisées, etc. Donc ça montre bien que
nos outils s'impliquent dans un contexte social, que plusieurs acteurs interviennent dans ce contexte social et qu'il faut qu'il y ait vraiment ce dialogue, ce système pour réfléchir à ce que ça peut faire. Si on prend les travailleurs, par exemple, qui ont travaillé à la maison, comme nous, la plupart d'entre nous, j'imagine, qu'est-ce que ça mesurait? Un tel outil, ça pourrait mesurer les heures de travail longues. Mais on sait déjà que les gens qui travaillent à la maison travaillent longtemps, ont des problèmes de blurring frontiers. Donc c'est la question de savoir n'est peut-être pas suffisant pour agir. Donc il faut que ce soit intégré dans un outil qui soit utile pour qu'on puisse continuer d'avancer. On oppose souvent d'ailleurs les managers, les cols blancs, avec les manutentionnaires. Est-ce que là aussi il y a des différences, plus de risques, plus de bénéfices? Alors ça c'est la littérature plus générale, mais donc on parle tous de la transformation des tâches et donc on a peur d'une déqualification pour un certain nombre de gens et d'une intensification pour les travailleurs bleus. Dans les cols blancs, on pense qu'on peut automatiser un certain nombre de tâches qui deviendraient plus répétitives, mais par contre pour d'autres, ce serait une augmentation des demandes cognitives, donc un travail qui potentiellement peut devenir plus intéressant. Tout ça dépend du contexte dans lequel il serait organisé évidemment. Parce que ça peut entraîner l'intensification, mais aussi un travail qui pourrait être plus humain, donc on parle aussi de plus d'interaction. Donc je crois qu'il faut être très très vigilant sur dans quel contexte on l'implique et sur comment on mesure. Et on ne peut pas mesurer avec des critères trop étroits, parce que aussi pour savoir si les choses sont mieux, ça veut dire que les risques peut-être diminuent, mais l'accès aux ressources augmente. Donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir à avoir un cadre d'analyse qui soit assez complet. Et ce principe d'évaluation continue, c'est un peu stressant, un peu anxiogène, mais c'est important de faire des évaluations complètes et de comprendre ce qui se passe en allant chercher ce qui n'est peut-être pas forcément visible, parce que c'est peut-être ce qui est le plus important pour comprendre si ça marche ou si ça ne marche. Alors sur cette prise en compte du contexte et des populations, Ian Ferguson, vous travaillez sur un catalogue mondial des cas d'usage, c'est-à-dire que vous allez dans les entreprises, dans les organisations pour regarder ce qui se passe. Et vous ne vous intéressez pas à la technique, pas à la technologie, mais au cas d'usage. Pourquoi on choisit une technologie, comment ça marche, comment elle évolue? Est-ce qu'on prend en compte le contexte? Alors, la plupart du temps, quand on démarre avec un cas d'usage, bon, déjà, il faut qu'on tombe sur le bon cas d'usage, c'est-à-dire qu'on ait bien associé la bonne technique à la bonne situation. La plupart des échecs sont souvent liés à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le bon match. Il y a beaucoup d'éléments qu'on essaie de considérer de manière assez classiquement dans l'intégration d'une technologie, mais pour l'instant, clairement, les spécificités de l'IA en tant que technologie ne sont pas appréhendées, domestiquées, qualifiées. L'idée, par exemple, qu'on ait, ça a été dit ce matin, avec des technologies empiriques. Voilà. Jusqu'à présent, la cohabitation de l'humain et de la machine, on avait une machine qu'on appelait plutôt déterministe, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un résultat assez constant, une fois qu'on l'avait bien réglé, qu'on la maintenait bien, etc. Et du côté humain, de l'empirisme. Alors la force de la constance de la machine, c'est son efficacité, c'est qu'elle ne fatigue pas, enfin si on la maintient bien, encore une fois, qu'elle peut travailler la nuit. Socialement, elle n'a pas trop de revendications, donc c'est plutôt agréable. Par contre, elle n'est pas flexible. Voilà, elle n'est pas flexible. Dès que la situation change, elle plante ou elle continue à agir comme si l'environnement était stable alors qu'il ne l'est pas. L'humain a tous les défauts des qualités de la machine, mais il est flexible. Il s'adapte à des situations. Là, on a des machines qui ont une promesse d'empirie, c'est-à-dire une capacité d'apprentissage. Alors, c'est une capacité d'apprentissage qui reste évidemment limitée parce qu'il faut qu'il y ait les bonnes données en entrée et généralement, il faut la qualité et la quantité. Et généralement, on a plus de données sur les cas les plus fréquents. Et la machine, à nouveau, certes, elle a une capacité d'apprentissage, mais sur les cas les plus exceptionnels, voire les cas uniques, évidemment, ces propositions sont beaucoup moins robustes. Et là, on a un être humain qui doit faire face à des solutions ou des propositions qui viennent non pas sous la forme de résultats, mais de probabilités ou de prédictions avec des degrés de confiance. Et là, on crée une espèce d'incertitude qui était la même que celle qu'on aurait pu reprocher à l'humain auparavant. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel niveau on peut lui faire confiance, on ne sait pas si on doit prendre le résultat comptant. Si on reçoit une probabilité de 76%, par exemple, ça a l'air d'être assez fort, c'est plutôt écrasant quand même, 76%, mais
malgré tout, il y a quand même une marge d'erreur. C'est pas anodin, 76%, tout dépend de ce que vous avez. Si c'est la coupe de cheveux que vous devez avoir ou si c'est le risque d'explosion d'un réacteur nucléaire, c'est pas la même chose. Mais vous avez un être humain qui doit faire face à ce chiffre et ça, c'est au niveau de l'interaction avec la machine. Et puis autour, ça a été dit, il y a le social, mais il y a l'organisationnel. C'est-à-dire comment l'organisation a mis l'humain en confiance pour être en situation de challenger la machine, de corriger, d'être dans une pondération. Voilà. Si on lui a dit, eh bien écoute, le résultat est là, mais c'est toi, c'est ta responsabilité, mais que le jour où il se plante, on lui met une cartouche, eh bien, la fois d'après, il ne va pas y aller, il ne va pas challenger et il va aligner systématiquement sur le résultat. S'il y a effectivement, ça a été dit ce matin, notamment par Jean-Gabriel, on a régulièrement des discussions sur les bonnes pratiques vis-à-vis de prédiction. Qu'est-ce que j'ai reçu ce résultat, voilà comment j'ai réagi, voilà comment j'ai interprété, et voilà quelle action j'ai menée, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le résultat. On a quelque chose qui, de mon point de vue, mais général, après il faut regarder dans le cas de chaque profession, peut être intéressant en termes de sens au travail, de tâches intéressantes, etc. Mais voilà, ça va dépendre du design de la technologie qui concentre énormément d'attention, mais énormément de l'écosystème. Moi j'ai vu des technos qui me paraissaient pas bien conçus, mais derrière une ligne managériale, un collectif humain extrêmement cohérent qui n'envoyait pas d'injonctions paradoxales. Ça, ce sont des très très gros dangers, des injonctions paradoxales qui est tu es responsable, mais attention, si tu te trompes et que la machine avait raison, ça va mal se passer. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc, parfois, des environnements de travail extrêmement bien pensés pour intégrer une IA pas très bien fichue, ça vaut mieux qu'une IA hyper by design et puis un écosystème humain qui n'a pas du tout accompagné les utilisateurs, qui n'a pas créé un collectif d'appropriation de la proposition. D'autant qu'on l'a dit ce matin, en fait, c'est Jean-Gabriel Ganassia et Raja qui l'ont dit tout à l'heure, il y a le côté désorientant de ces systèmes, c'est-à-dire qu'on va expérimenter dans l'entreprise, à un moment ça fonctionne, on va en faire la norme, mais finalement il reste toujours le facteur humain. Je vais me l'approprier, puis en fonction de mon vécu, de ma culture, je vais en faire autre chose. Exactement. Je vais vous donner un exemple dans le cas d'une grande institution scientifique française. On a rendu obligatoire l'utilisation d'un système d'IA dans les processus de recrutement. Ce système d'IA fait des profils de personnalité à partir de 3 approches, Shape, Brain and Drive. Donc Shape, ça fait des profils de personnalité autour de ce qu'on appelle les Big Five, qui analysent la psychologie d'un individu, les grands équilibres de la personnalité. Drive, c'est moteur, c'est facteur motivationnel. Et Brain, c'est un ensemble de serious game où on analyse toutes vos stratégies de résolution de problèmes. Les problèmes ne sont pas très compliqués, la preuve c'est que je les ai résolus, généralement je suis assez mauvais à ça. Mais par contre, on regarde surtout les stratégies. Moi, le système m'a dit que j'étais quelqu'un qui répondait uniquement après avoir trouvé la solution. Là, je ne suis pas dans l'essai-erreur. Je réfléchis longtemps et je trouve juste. Voilà. Et donc, c'est ça qu'attend l'utilisateur. Bon, ils ont acheté ça, ils ont dit c'est obligatoire. Mais après, ils ont dit au RH, c'est votre outil. Vous serez les seuls à avoir le diagnostic sur le match entre l'offre et le candidat. Vous l'utilisez comme vous voulez. Le manager qui a mis en place l'annonce ne pourra pas avoir accès aux résultats pour dire que vous vous êtes trompé. Et vous avez le droit d'envoyer des candidats qui ont un mauvais score, si vous sentez que le score est bon. Voilà. On en a déjà discuté dans une autre table ronde et je ne sais pas si Eda était d'accord avec moi à ce moment-là. Donc vous avez été embauché. Qu'est-ce que vous aviez comme score ? Moi, j'ai pas été. Alors moi, d'abord j'ai eu quelque chose d'assez déroutant, c'est-à-dire que il m'a matché à 75% avec le métier d'assistant dentaire. Je ne savais pas trop quoi faire de ce résultat, mais le RH m'a garanti qu'elle ne regardait pas ça. Voilà. Et donc, je vous embauche. Voilà. Mais j'avais un match plus faible avec mon propre poste, parce qu'on avait d'abord créé le poste que j'occupais. Donc j'étais à 68% fait pour mon poste, alors que j'étais mieux pour assistant dentaire. Donc j'ai pensé à ma réorientation. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement comment on a laissé la liberté au RH d'intégrer ce système dans sa pratique. Par exemple, elle dit « Je ne regarde jamais les résultats de l'analyse avant d'avoir vu le candidat ». Mais elle a une autre collègue qui fait tout le contraire, avec d'autres arguments. Mais l'organisation la laisse libre. Elle ne la laisse pas libre de l'utiliser, mais elle la laisse libre de l'intégrer dans sa pratique. Louis Laurent, est-ce que le déploiement dans les entreprises de l'IA est un sujet de recherche pour l'INRS ?
Oui, je dirais de façon plus générale, au même titre que d'autres technologies. Au cours du temps, il y a des technologies qui arrivent en entreprise et on effectivement se penche sur la question. L'important, c'est le bon moment. Si on se met sur le sujet 10 ans, 20 ans trop tôt, ça ne sert pas grand-chose. C'est de la science-fiction, on a du mal à avoir des conclusions concrètes. Si c'est trop tard, on sera là pour dire ce qu'il aurait fallu faire, c'est un peu embêtant. Donc, la question qui se pose, c'est d'être juste au bon moment. Donc ça, c'est déjà produit pour l'implantation d'exosquelettes en entreprise, pour la cobotique, par exemple. L'IA, c'est une question au goût du jour. Alors d'ailleurs, je le dis pour ces 3 sujets, il y a eu un exercice de prospective organisé par l'INRS. On s'y est mis peu après. Voilà, Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'acceptabilité, vous avez parlé de l'exosquelette par exemple, le déplacement des risques, la question du déplacement des risques, on regarde aussi? Beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? Beaucoup de choses. D'abord, il y a deux types d'études. Alors, quand ça démarre, il y a assez peu de situations en entreprise déjà. Donc, il arrive très souvent qu'on reconstitue, je dirais, le poste de travail du futur en laboratoire. On fait venir des sujets, on simule des situations de travail du futur. Voilà, on l'a fait pour la cobotique, exosquelette, pour l'IA aussi. Donc on simule le poste tel qu'on imagine qu'il sera en entreprise. Le but, c'est également de monter en compétence, de commencer à dégrossir la question. Après, il y a une période où ça arrive en entreprise, c'est le cas pour au moins la cobotique et les exosquelettes. Et à ce moment-là, on va sur le terrain, parce que ça a été bien dit dans certaines discussions ce matin, il y a un petit peu la théorie, puis il y a ce qui se passe vraiment sur le terrain, le travail réel. Donc on va voir comment ça se passe du point de vue de la machine, du point de vue de l'organisation du travail. L'acceptabilité, ça a été aussi dit ce matin, la façon dont l'entreprise s'y prend pour faire diffuser cette technique à l'intérieur de l'entreprise est très très importante aussi. On se pose la question en ce moment pour les exosquelettes par exemple. Pour l'IA, ça serait vrai aussi. On regarde effectivement si ça peut être une ressource en prévention à une nouvelle technologie. Voilà, faut pas que des bad cop. Il y a à la fois, c'est des ressources en prévention, mais ça peut être également des sources de risque. On regarde, je dirais, on instruit le dossier de façon globale, voir ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien. Le but, c'est de faire des préconisations. Alors, ça peut être au niveau de la conception de ces machines, pour éviter certains inconvénients. Ça peut être au niveau de la normalisation aussi. Ça peut être au niveau de l'intégration et de l'implantation d'entreprises, de l'organisation. Enfin, on regarde, je dirais, l'ensemble tous azimuts. Je crois que le message important, c'est en situation réelle, dès qu'on le peut. Voilà. Alors, pour l'IA, ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça par rapport aux technologies passées. Il y a toujours de nouvelles questions, d'anciennes questions. Alors, les spécificités de l'IA, effectivement, je crois que je suis l'énième à le dire, c'est le fait d'avoir des techniques basées sur la méthode d'apprentissage. Ça ajoute une petite dose d'imprévisibilité. Alors déjà, un accident, en général, c'est quelque chose... On n'aime pas trop quand même ça. Voilà. Déjà, ça arrive sans y un accident, c'est souvent un événement imprévisible qui mène à une cascade d'événements, qui mène à un problème un accident. Donc l'IA, je dirais, ça peut avoir un effet amplificateur. C'est-à-dire, si quelque chose déjà un peu bizarre que la machine ne connaît pas et n'a pas appris, elle peut avoir une réaction, je dirais, disproportionnée, enfin c'est un mot un peu anthropomorphe, une réaction qui fait que ça peut amplifier la situation de risque. Donc c'est une question à voir. Voilà. Puis il y a des questions, ça a été mentionné aussi, de confiance dans le fonctionnement de la machine. Est-ce qu'il y a des limites qui font que jamais elle sortira de son domaine de fonctionnement normal? Vous regardez également pourquoi il peut y avoir une méfiance dans l'entreprise à l'intégration de ces systèmes? Oui, tous azimuts. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la partie technique. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans la machine? C'est déjà le cas en cobotique. Quand vous travaillez avec un cobot à côté de vous, il faut avoir un peu confiance, parce qu'il n'y a pas de cage pour l'isoler. Mais vous avez également l'aspect organisation et puis... peur. Il ne faut pas que le salarié ait peur d'un événement qui pourrait se produire parce que la machine est incontrôlable. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc on regarde aussi bien l'aspect, je dirais, au niveau du salarié, de l'organisation qu'il faut mettre autour, que de la technique. On a vu avec Pétoche tout à l'heure. C'est pas rassurant d'avoir Pétoche sur... Pétoche, vous avez vu, c'est un bel exemple. Vous avez à la fois un volet technique et puis un volet de la perception du risque que ça peut donner aux gens à côté. Mais finalement, Agnès Parent-Thirion, est-ce que la question, si on prend un petit peu de hauteur, elle n'est pas... quel futur du travail on veut en quelque sorte? Qu'est-ce qu'on veut demain comme futur du travail? Je pense que ça reste là. Enfin, ça fait à peu près 10 ans qu'on discute de cette question. Quel futur du travail veut-on? On a beaucoup de transitions en ce moment. On a évidemment la catastrophe du climat qui se déroule devant nous. On a toutes les possibilités techniques de digitalisation, etc., avec tout ce qu'on a discuté ce matin. On a le vieillissement de la population. On a une approche où on se rend compte que l'Europe fait partie du monde et qu'il y a beaucoup d'interactions. Et on a eu le Covid qui a bouleversé pour beaucoup de gens, enfin pour tout le monde, la façon dont ils travaillaient, qu'ils
qu'on travaille à la maison ou même les autres personnes. Et donc tout ça, ça nous pose effectivement la question de quel est le futur que l'on veut et comment on peut y arriver. Et c'est tout en partie de l'intelligence des scénarios de ce matin. C'était de nous montrer que dans chacun des scénarios, il y avait peut-être des moyens par lesquels on pouvait arriver à cela. Et on peut avoir cette discussion aujourd'hui. Donc, bon, évidemment, on est tous pour la prévention ici. On veut tous un bon travail, un travail humain. Donc, on n'a peut-être pas là-dessus, on est d'accord. Mais c'est comment y arriver dans ces changements-là, et c'est peut-être comment est-ce que ces changements peuvent nous permettre d'avancer un peu plus. D'où l'importance d'une réglementation, on en parlera, Madame Aïda Ponce, et d'une discussion, c'est le scénario 3, je crois qu'est évoqué d'ailleurs dans le scénario 3 le partenariat mondial. Est-ce que vous pouvez, Ian Ferguson, nous expliquer, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est le JPI, qu'est-ce que vous faites et de quoi vous discutez sur ces questions-là? Alors, le JPI, c'est une initiative qui a été lancée initialement par Justin Trudeau et Emmanuel Macron en 2018. Je crois qu'ils sont en coprésidence du G7 et puis ils font une déclaration où ils disent qu'il faudrait monter un groupe d'experts de haut niveau indépendants, multi-stakeholders, c'est-à-dire pas que des académiciens, hein, évidemment, des industriels, des membres de la société civile, des représentants des salariés, et pour avoir créé la connaissance. Alors, nous, de temps en temps, on dit, alors Bertrand, que vous avez entendu ce matin, était vraiment au tout début de la genèse, je suis sous son contrôle, je fais attention, mais on aime bien dire que c'est un peu le GIEC de l'IA, voilà, un peu, c'est-à-dire cette structure d'experts indépendants. Alors on ne fonctionne pas tout à fait comme le GIEC, mais quand on regarde la structure de gouvernance, ça ressemble un petit peu. Et donc en 2020, pendant le confinement, enfin juste à la fin du confinement, Bertrand m'a appelé pendant le confinement pour savoir si ça m'intéressait. Eh bien, on lance cette initiative alors autour de 4 groupes de travail, enfin 4 groupes et demi, et vous allez comprendre pourquoi. 2 groupes portés par le Canada, que sont la gouvernance des données et puis l'IA responsable, et puis un groupe s'est greffé sur ces 2-là, c'est IA et réponse à la pandémie, donc porté par le Canada, et puis 2 groupes portés par la France, innovation et commercialisation et futur du travail. Donc ces groupes réunissent une fois par mois à peu près une trentaine d'experts, membres de 25 pays, qui sont soit mandatés, soit qui ont candidaté et qui ont été choisis. Et on essaie, à travers, à l'intérieur de nos groupes techniques, d'identifier des pratiques, de lancer des projets, de soutenir des projets qui convergent vers l'IA responsable au sens de l'OCDE, hein, parce que ça c'est partie du canevas initial, hein, les principes de l'OCDE. On a parlé de l'IA à principe ce matin, une IA transparente, une IA inclusive, une IA qui fait une croissance soutenable, qui favorise le bien-être, une IA qui est robuste et sécurisée et sûre. Et on essaie de voir. Alors dans le groupe Futur du Travail, on a 6 équipes. La première équipe, celle que je coordonne, notre mission, c'est de réaliser ce catalogue de cas d'usage réel. Voilà. Donc, on part d'une situation réelle et on fait une interview d'1h30 avec des participants, que ce participant soit le fournisseur, qu'il soit l'acheteur, qu'il soit le manager, ou qu'il soit l'utilisateur, ou qu'il soit un représentant syndical. Donc, on fait une interview d'1h30 et on essaie de faire un 360. Idéalement, on aimerait bien, pour une seule techno, voir tout le monde. Mais on a un petit peu de mal parce qu'on prend du temps aux gens quand même. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième groupe, on parle des besoins de formation associés à l'IA. Le troisième groupe, c'est sur les interactions humain-machine, qui est copiloté par Laurence de Villers. Le quatrième groupe, c'est Fairness AI, c'est l'IA juste. Le cinquième groupe sur l'IA et les biais. Et puis le sixième porte sur la création d'un living lab virtuel et puis après physique de l'IA au travail, où on verrait des choses, on pourrait organiser aussi des événements virtuels, provoquer une réunion mondiale parce qu'on a envie d'échanger avec différentes personnes sur un sujet qui nous intéresse. Voilà, donc ça c'est ce que l'on fait. On produit un rapport qui est remis aux dirigeants des 25 États, bientôt un peu plus parce que là le sommet a lieu à Tokyo dans quelques jours et chaque sommet est l'occasion d'accueillir entre 4 et 5 nouveaux pays pour rejoindre l'équipe. Alors, c'est un groupe
auquel on peut continuer pas un club, mais qui reste quand même pour l'instant soumis à quelques règles qui ont été rappelées par les Américains lors du sommet de Paris l'année dernière. Ça reste quand même très centré sur ce qu'on appellera, en faisant attention, mais malgré tout, des démocraties matures. Voilà. On n'a pas la Chine, on n'a pas la Russie. Alors, c'était même avant le conflit, hein. Mais on voit bien que dans les pays qui restent encore un peu au seuil, eh bien, il y a des questions sur l'usage qu'ils pourraient faire de l'IA, les déclarations qu'ils ont pu faire. Donc, on sent quand même que l'adhésion aux droits de l'homme et la maturité démocratique des pays font partie des critères. Je ne fais pas partie des comités de sélection. Je ne sais pas si Bertrand, tu en fais partie. Mais on sent que ça, c'est important. Ce qui veut dire par rapport, on est plus petit, mais on va plus loin. Si on regarde ce qu'a fait l'UNESCO, ils sont plus nombreux, mais il y a des stratégies de veto systématique de certains pays sur des sujets qui font que ça va moins loin dans la proposition. N'hésitez pas à poser vos questions dans la salle. Vous levez la main, on vous apporte un micro. Vraiment, c'est votre moment. Donc, je compte sur vous. Et puis, vous qui êtes derrière votre écran, sur le chat, vous posez des questions et j'essaierai de m'en faire le relais assez rapidement. Alors ça, c'est le scénario 3. Développement démocratique. Dans le scénario 2, les États garantissent un cadre pour l'intégration de l'IA. Aïda Ponce, c'est déjà en cours finalement, cette réflexion sur une réglementation, cette création d'une RGPD de l'IA. Où est-ce qu'on en est? Si vous voulez prendre le micro. Création sur RGPD de l'IA, non. Oui, cette réglementation européenne de l'IA en cours de création. Ah non, oui. Ce n'est pas une RGPD, c'est la IA Act dont on avait parlé ce matin. Je pense que le monsieur qui expliquait ça ce matin, il l'expliquait très bien. Oui, moi j'ai fait un parallèle, j'ai dit c'est comme la RGPD, mais pour l'IA. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Parce que la RGPD, elle donne des droits et des obligations aux citoyens qui sont sujets à la collecte de données. Et la AI Act ou la IA Act, c'est un règlement pour les produits, pas pour les êtres humains. Donc, ça, c'est la grosse différence entre la RGPD qui donne des droits et la IA Act qui met des règles en place pour que le produit, à base des systèmes d'intelligence artificielle, produits ou services, bien entendu, puisse être mis sur le marché. Donc, ça facilite très, très bien la voie pour les entreprises et les importateurs de pouvoir mettre leurs produits sur le marché. Elle part des risques, c'est ça? Bon, plus ou moins. Ce n'est pas vraiment des risques parce que la Commission européenne a facilité la tâche pour que les entreprises puissent avoir la confiance d'investir ici en Europe. C'est des risques de haut niveau, si vous voulez, mais bon, tout qui est en dehors de haut niveau, ce n'est pas réglementé. Donc, merci beaucoup pour le système de reconnaissance faciale que selon la Commission européenne, ce n'est pas des hauts risques. Donc, c'est vraiment un règlement assez particulier parce que il ne donne pas de droits aux êtres humains, bien entendu, parce qu'il s'occupe de produits. Donc, on a beaucoup de critiques, mais la bonne chose, l'opportunité, c'est que l'Union européenne, dont la France est partie, évidemment, a fait le premier pas en matière de gouvernance. Et ça, c'est peut-être le lien avec le scénario 3. L'IA, c'est plutôt une question de marché. C'est pas, je pense que c'est éloigné du sens académique dont on a discuté aujourd'hui. C'est quelque chose qui a le pouvoir d'investir sur la IA, a le pouvoir sur le marché et il a le pouvoir sur la géopolitique. On a le premier pays qui produit de la IA, c'est les États-Unis. Numéro 2, selon la OCDE, ce n'est pas mes chiffres, juste pour voir. Les États-Unis, la Chine, en troisième, l'Union européenne, les 27, puis le Royaume-Uni, et puis l'Inde, et pas loin la Russie, etc., etc. Donc, si l'Union européenne, qui n'est pas la productrice de l'intelligence artificielle, peut mettre les règles en place pour que tous les autres pays peuvent jouer avec, alors elle a un avantage. Un avantage à un niveau de gouvernance, mais pas un avantage à un niveau de production. Donc, c'est assez malin par rapport à la Commission européenne. Parce que oui, elle sait bien qu'elle ne peut pas faire une concurrence aux États-Unis,
n'ont pas un Silicon Valley. On n'a pas un Silicon Valley. Peut-être la France va mettre en place un Silicon Valley. Vous avez pas mal de bonnes universités. On n'a pas ça. On est très loin. Mais on n'est pas loin de gouverner selon notre règle. Donc, c'est ça le jeu politique et diplomatique, si vous voulez, par rapport à la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et les nouvelles règles, en plus, il y a des règles sur la responsabilité, liability, et il y a des règles sur des machines, plutôt Machinery Directive, qui sont plutôt des santé sécurité. Et on va voir comment ça va... oui, qu'est-ce qu'on va voir après que les institutions européennes vont discuter ça l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors je regarde sur le chat en même temps. Pour l'instant, il n'y en a pas. N'hésitez pas à les poser. Il y a aussi la question des données sensibles. Alors ça, c'est votre travail. Et pour le coup, c'est la RGPD. On a déjà des outils pour parler de cette question-là et défendre les droits fondamentaux, en quelque sorte. Alors, oui, il y a des données personnelles dans deux catégories, données personnelles en général et données sensibles. Les données sensibles, c'est les données qu'on peut mesurer à niveau physiologique ou biologique. Je préfère parler physiologique, à niveau émotionnel et à niveau des comportements, comme ton outil là. Alors, il faut savoir que la RGPD nous dit que les données sensibles ne peuvent pas être utilisées parce que c'est très sensible. Donc, quand je vois des outils d'intelligence artificielle que, oui, je veux tout mesurer, la biométrique, la température, le comportement, les émotions, et voir si les candidats, ça c'est illégal. Je suis désolée, mais c'est pas tout à fait conforme aux règles. Donc, si il y a quelqu'un en Europe qui veut mettre en place ce type d'outils, un, c'est pas tout à fait légal. Deux, s'il veut le mettre en place, il faut peut-être une exception super bien fondée et légitime, et puis voir s'il y a vraiment la nécessité d'avoir ces outils. Donc, j'ai une petite doute par rapport à des outils qui veulent mesurer ces traits biométriques dans des individus au lieu de travail, dans une entreprise, à la mine ou je ne sais pas quoi, parce que peut-être c'est pas tout à fait valide de faire ça. Donc, c'est pas... Il faut voir avec les producteurs. Je sais que vous avez des bonnes intentions, mais c'est pas tout à fait exactement ce que la loi permet. Donc, surtout au lieu de travail, parce que on a dans l'entreprise une relation de subordination entre l'employeur et les travailleurs, où on ne peut pas donner notre avis, notre informed consent, d'une façon libre et objective. Donc, si l'employeur met en place un outil pour suivre, pour monitorer, le travailleur ne peut pas dire « Non, désolé, je ne veux pas être monitoré ». On ne peut pas juste dire « Non ». C'est une imposition et ça dépasse vraiment le droit de la vie privée et de protection des données. Donc, je pense que le plus important par rapport à ça, les données sensibles, c'est qu'avant de mettre en place des outils ou des nouvelles technologies, les entreprises puissent vraiment juste lire un peu plus la RGPD. C'est pas trop difficile. Il y a pas mal d'outils qui peuvent leur donner un peu. C'est déjà en place. Et en plus, les médecins de travail doivent peut-être compléter. On en a dans la salle. Voilà, madame qui opine du chef, je vous ai bien vu. Alors, vous levez la main, je viendrai vers vous avec un micro. Voilà. Enfin, on viendra vers vous avec un micro. Et Nazim Fates, un micro ici. J'en profite pour relayer quelques questions du chat. Annie Jolivet, aujourd'hui, il existe des limites aux possibilités de surveillance des employés par les employeurs. Qu'en sera-t-il si les employeurs choisissent massivement des systèmes comme celui de véhicules de transport autonomes? Qui peut répondre? On balaye? On vous répondra dans le chat. Alors, là, je donne la balle à l'INRS. Voilà. Que pensez-vous des caméras augmentées en entreprise? Est-ce que vous avez eu ce cas, Yann Ferguson? Oui, alors les caméras augmentées, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y a celle dans l'espace public. C'est interdit de faire de la reconnaissance faciale, mais pas
de l'intelligence artificielle dans la caméra. Ça, c'est quelque chose qui se fait et ça fonctionne. Et il y a une réflexion aujourd'hui de l'État pour aller un peu plus loin dans l'augmentation pour les Jeux Olympiques. Parce que voilà, on a vu qu'on avait du mal à sécuriser un stade il y a peu de temps, mais là, il va falloir sécuriser le Champ de Mars pour faire la cérémonie d'ouverture. Et c'est très, très compliqué. Donc, on espère que l'IA, un peu plus intelligente que celle qu'on accepte aujourd'hui, et c'est là où il va y avoir une vraie réflexion sur jusqu'où on est prêt à aller pour la sécurité des Jeux Olympiques. Lorsqu'on va ensuite dans l'entreprise, eh bien là, on se retrouve face à la ligne de crête très fine entre surveiller pour protéger. Dans certains cas, c'est obligatoire. Dans certaines conditions de travail, vous devez surveiller pour protéger, mais ça, c'est très réglementé. Et puis ensuite, vous pouvez avoir surveillé pour faire la prévention. Par exemple, le système constate que X personnes ne portent pas les EPI. Vous pouvez envoyer une alerte sur smartphone parce que vous êtes capable d'identifier les personnes, ou vous envoyez un message à tout le monde. N'oubliez pas de mettre vos EPI parce que vous avez identifié que certains n'en mettent pas. Donc là, eh bien, on se retrouve face à quelque chose qui est plutôt anxiogène, mais qui en même temps interpelle. J'ai des partenaires allemands qui sont un petit peu contrariés parce qu'ils me disent ça fait très longtemps qu'on dépose des projets au niveau européen pour faire des expérimentations sur des systèmes d'IA qui interviennent dans la sécurité au travail, et à chaque fois on tombe sur un RGPD, un tabou de RGPD. Voilà, on va regarder les gens, il va y avoir des situations personnelles, ça va être des données très très sensibles, etc. Et il me dit, je n'ai pas d'avis tranché, mais je serais très intéressé d'entendre l'avis de Léa sur la question. C'est comment on peut laisser des gens... comment on peut vivre dans un système où les gens donnent plein de données aux GAFA qui ne veulent pas leur bien, et ne pas en donner à leur employeur qui, on peut soupçonner quelques employeurs de vouloir le bien de leur employé. Et donc, on a une espèce de deux systèmes de contradiction, là, où, au nom de la sécurité au travail, on ne peut pas transférer un certain nombre de données, mais les gens le font très librement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Et donc, il ne dit pas, c'est un peu comme le débat sur les OGM, il ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire, mais dire on pourrait au moins essayer, expérimenter, recevoir des fonds européens pour tenter des choses. Et là, son sentiment, c'est que non, regardez les gens au travail, les reconnaître avec des caméras augmentées, c'est pas bien. On ne peut pas le faire. On franchit une ligne infranchissable, c'est non. Je ne sais pas si ça sera non tout le temps. Mais lui, son sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on préfère éviter le sujet plutôt que de donner une réponse subtile à ce sujet. D'ici là, on aura peut-être nos EBI, nos équipements de brouillage individuel, nos lunettes cryptées. Aïda Ponce, sur cette question-là, et je crois qu'Ian Ferguson vous a posé une question. Oui, d'accord. OK, je veux venir sur un point, Yann. C'est pas la même chose. Si tu choisis d'utiliser Google ou Gmail pour tes emails, c'est ta liberté. Vous avez autre choix que WhatsApp. Tout le monde utilise WhatsApp ici. Oui. Ah non, non. non. Bravo. Merci beaucoup. C'est votre liberté de choisir si vous choisissez du côté des GAFAM ou si vous préférez une autre alternative. Et donc, là, on peut choisir. Mais si j'ai mon employeur et on signe un contrat, là, je ne peux pas choisir. Donc, on n'est pas dans le même niveau. On ne peut pas comparer cette liberté aux fausses libertés parce que moi, j'ai besoin de mon travail pour pouvoir me nourrir et payer ma maison. Et donc, on a un contrat. C'est une relation de subordination. Avec les GAFAM, soit je vais pour la ligne facile, je clique le WhatsApp et je contacte tout le monde, ou je choisis Signal ou autre chose, et je dis « Sorry, les gars, appelez-moi parce que je n'utilise pas WhatsApp ». Donc, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qu'il faut faire, une sorte de digestion comportementale de qu'est-ce qu'on veut. C'est très facile d'avoir un WhatsApp et un compte Gmail. Mais est-ce qu'on veut ça? Vous parlez du futur du travail, mais c'est le futur de notre vie aussi. Pouvoir simplifier les choses, peut-être, c'est plus simple à la fin. Nazim Fettes.
demander Ça fonctionne. Je voulais demander quels étaient les principes qui pouvaient guider une réglementation à long terme et pas seulement à court terme, notamment dans un contexte de concurrence entre les grands blocs internationaux. On est aujourd'hui, l'Occident est en guerre contre la Russie. Si demain, il y a une guerre contre la Chine qui sera de bien plus grande ampleur, est-ce que les bons sentiments qu'on aura mis en place ou les bons principes tiendront encore? Et sur quoi on peut faire tenir quelque chose qui ne recule pas sans cesse, comme on a pu le voir, je ne sais pas, par exemple avec la bioéthique, on met un principe, mais ça recule, puis ça recule, puis ça recule. Est-ce que quelqu'un a réfléchi au long terme? Agnès Parent-Thirion, Aïda Poncé, Yann Ferguson. Oui. Merci de cette question, Nazim, vraiment. Non. Simplement, bon, si je reprends le costume de Jean-Gabriel, il dit c'est pas des principes qu'il faut, parce que vous avez compris que l'éthique à principe ne l'intéresse pas. Il le dit dans son livre où il prend tous les principes qui sont aujourd'hui présentés comme étant des éléments de cadrage de l'IA. Il dit les principes font peur tellement ils sont massifs, lourds, et il semble dire que l'IA a un pouvoir extraordinaire et qu'il faut absolument mettre des grands principes comme la bienfaisance, comme l'autonomie, etc. Ça fait peur et ça sert à rien. C'est un peu, et en plus, il a dit ce matin, c'est ennuyeux à lire. Je trouve ça intéressant à lire, mais voilà, moi, il dit que c'est peur, et ça fait peur et ça sert à rien. Donc, ce que l'on fait avec le partenariat mondial et ce que l'on fait avec le Laboria, c'est plutôt que de dénoncer d'entrer des principes, c'est vraiment d'aller regarder ce qui se passe. Voilà, parce que bon, tu as dit que les éléments qui avaient été faits en bioéthique, c'est ce que reproche Jean-Gabriel justement à l'éthique de l'IA. Elle dit elle s'est inspirée de la bioéthique, elle a repris l'éthique de la bioéthique et elle les a recalqués sur l'IA. Et il dit ça ne fonctionne pas parce que finalement on ne part pas des situations. Et fondamentalement, l'éthique est basée sur des situations. Je vais vous donner un exemple. Je fais partie du comité éthique justement d'une société française qui fait des caméras intelligentes. Et ils ont décidé, ils veulent remporter le marché européen, mais ils ont décidé, je ne sais pas jusqu'à quand tiendra leur décision, parce que c'est une de tes questions, jusqu'à quand, ils veulent être une licorne en 5 ans, en faisant de l'IA intelligente qui ne produira jamais de données identifiantes. Jamais, jamais de données identifiantes. Et donc, dans le comité éthique de cette société, ce que l'on reçoit, c'est les nouvelles demandes des clients. On a reçu une demande, enfin, ils ont reçu, je ne fais pas partie de l'entreprise, ils ont reçu une demande d'un client qui a dit, voilà, pour des raisons de régulation des trafics, nous voudrions pouvoir reconnaître, grâce à votre système, les caravanes. Parce que nous pensons que les caravanes ont un impact sur la fluidité du trafic. Donc, il y a un business, le commercial, il dit voilà, on m'a demandé, je pense qu'il y a un bon marché à prendre et tout. Et là, comité éthique, on réfléchit, oui, mais la caravane, c'est aussi identifier une population qui, en France en particulier, parce qu'on est régulièrement condamné, fait l'objet de très grandes discriminations, les gens du voyage. Et donc, on est en permanence en train de dire ok, alors on y va pas. On va les reconnaître, les gens du voyage. Alors, ce n'est pas de la reconnaissance faciale, mais globalement, quand on voit 10 caravanes à la suite, à part au mois de juillet dans les stations balnéaires, on peut savoir. Et on sait que si moi je suis un gendarme derrière le truc, je vois 50 caravanes arriver, avant que les gens du voyage s'installent, je leur envoie un truc, je les dévie. Parce que les gens du voyage souffrent de représentation et de discrimination très importante. Et de la part des administrés, des concitoyens, il y a un rejet de cette population. Donc on est toujours dans cette discussion. Et c'est là qu'on peut parler d'éthique. Parce que là, on a une vraie contrainte, on n'est pas en train de philosopher, on est en train de dire, là, il y a un business model, il y a de l'argent, il y a une vraie demande d'un client, il y a des convictions, on ne veut pas donner identifiante, mais en même temps, on veut devenir une licorne, et on est pris dans tout ça ensemble, et on cherche un moyen pour sortir de ça. Et je crois que si jamais on doit revenir après avec des principes, il faudrait pouvoir étudier toutes ces situations, en tout cas un maximum, les clusteriser, les classer, les catégoriser, et à partir de là, sortir de l'éthique pratique, mais pas de l'éthique à principe. Une question dans la salle ? Oui,
Oui, Aïda Poncé, je vous en prie. Et après la question. Allez-y, Madame Poncé. Oui, juste parce que votre question, c'est la question de la journée, hein, à mon avis. Donc, merci beaucoup. Bravo, Nazim Fatès. Oui. Première chose, je voudrais peut-être que la réglementation comporte sur la vraie IA. La vraie IA, ce n'est pas juste les machines qui marchent. Désolée pour l'exemple de NRS. La machine qui marche ou le cobot. Les cobots, c'est quand même dans son environnement. C'est toujours très isolé. Mais je m'intéresse vraiment à l'intelligence artificielle quand elle va aller chercher et être combinée avec d'autres technologies plus intéressantes, comme la biotechnologie ou la biomédecine. Et c'est là où on va voir la vraie intelligence artificielle, parce que là, je vous dis, bonne chance, je prends ma retraite, je me retire, parce que c'est là où on ne va pas vraiment avoir la capacité de contrôler les risques. Quand l'intelligence artificielle converge ou fait un assemblage avec la physiologie humaine ou animale, là, c'est la vraie IA. Et là, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien qu'un cadre juridique puisse plus ou moins prévoir ça, le tenir en compte. Parce que maintenant, le cadre juridique, c'est juste très matériel. C'est très matériel. Il n'y a pas de risque immatériel vraiment dans ces cadres. Donc, la matérialité comme premier élément. Deuxième élément, l'incertitude dont avait déjà parlé quelques personnes dans la salle. Comment on va prévoir et gérer les incertitudes, vraiment? Maintenant, les cadres juridiques ne prévoient ça pas du tout. Et c'est ça dont on va voir dans le lieu de travail exactement. Tous les comportements humains, des incertitudes, des situations, des imprévistes, ça, comment on va les régler? C'est pas la IA Act qui va vous dire comment, hein. Donc, c'est deuxième. Et troisièmement, c'est très pratique, le principe de précaution transformé en test. Le cadre juridique d'aujourd'hui ne dit pas qu'il faut tester avant de mettre le produit sur le marché. Il ne dit pas ça. Donc, il faut peut-être investir à niveau national, je suis désolée, mais il faut faire quelques investissements pour pouvoir avoir des places aux investisseurs et producteurs pour pouvoir tester leurs produits avant de les mettre sur le marché et avoir plus ou moins une idée de quels risques à long terme ou moyen terme on peut avoir. 3 petits trucs pour une perspective plus longue en long terme au niveau de droit. Alors, Louis Laurent et Agnès Parent-Thirion ensuite. Monsieur Laurent. Oui, pour animer le débat, je voulais dire des choses un petit peu différentes de mes prédécesseurs. Donc là, je ne dis pas que l'IA, disons, on collecte déjà beaucoup de données sur les personnes. Le fait d'avoir des traitements automatisés de ces données, c'est un facteur aggravant. Mais je voulais aussi parler de choses faire le good cop, parler de choses à décharge aussi. Quand vous faites, par exemple, dans le domaine médical ou en santé-travail, vous voulez entraîner un système, un réseau de neurones à faire un diagnostic. Vous avez besoin de beaucoup de données sur les personnes ou les situations de travail. Vous entraînez votre réseau. Vous avez à la fin donc un réseau câblé, un algorithme tout prêt, mais vous n'avez plus besoin des données d'origine. C'est-à-dire que vous avez un outil qui permet de vous affranchir, d'effacer le passé. Alors, je vais peut-être donner un exemple très concret. Et qui se nourrit lui-même. Voilà. Quand vous êtes un enfant, vous apprenez qu'un système pas si loin, ce que c'est un chien, ce que c'est un chat. Donc, à la fin, vous savez reconnaître un chien et un chat toute seule. C'est câblé dans votre tête. Vous ne savez pas trop pourquoi, d'ailleurs, et comment. Mais par contre, vous n'avez pas en tête la liste de tous les chiens et tous les chats que vous avez rencontrés au cours de votre vie avec ce qu'ils faisaient et pourquoi à l'époque. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous n'avez plus que le câblage qui vous permet de reconnaître. Donc, dans certains cas, pas tous, je suis d'accord avec vous, ça peut permettre justement de faire une barrière entre des données qui ont servi à acquérir des connaissances et puis l'usage qu'on fait après de ces données. Ce qui n'est pas forcément le cas avec toutes les techniques. Agnès Parent-Thirion. Alors moi, je vais revenir un petit peu en arrière. C'était sur la loi au principe. Alors, par exemple, on était dans le cadre quand même de l'intelligence artificielle pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Et la loi, la directive 89, elle a des principes. Et ces principes restent quand même très pertinents et encore... donc il faut les appliquer au contexte moderne, mais on peut quand même s'en servir. Donc je pense que dans certains cas, on peut faire des bonnes lois avec des bons principes. Bon, sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas trop. Et le deuxième point, c'était quand même le cadre du départ, c'était l'intelligence artificielle pour soutenir la santé et la sécurité. Et là, on arrive quasiment à l'intelligence générale artificielle. Donc, je pense qu'on parle d'un objet qui est multiforme, avec des situations complètement différentes. Et donc, il faut un petit peu de rezoomer.
résumer, enfin voilà, donc la petite chose dans la grande chose est importante. Il faut qu'il y ait un système qui soit à peu près cohérent, essayer de comprendre aux différentes choses. Mais il faut essayer aussi de voir quelle est la question à laquelle on essaie de répondre et quelle est la réponse appropriée. Madame, on prend le temps d'écouter votre question. Pardon. La réponse, ce sera ici. Qui êtes-vous? Oui, bonjour, Adriana Savescu de l'INRS. Merci pour la belle synthèse qui a été faite aujourd'hui et puis pour les discussions qui ont suivi. Et puis merci d'aborder ce sujet sur la réglementation et la mesure. Un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je vais vous faire part des échanges que nous avons pu avoir dans une entreprise qui était très touchée par les troubles musculo-squelettiques et dans laquelle un des opérateurs est venu nous voir, étant accompagné d'un médecin de travail en formation. Écoutez, ma montre, elle me montre que je fais tous les jours plus de 30 000 pas par jour, et puis que l'INRS a déjà démontré que voilà, se déplacer beaucoup dans la journée peut avoir un impact négatif sur ma santé. Comment est-ce que je peux utiliser ces mesures pour que mon médecin du travail puisse déclarer mes problèmes de santé en tant que maladie professionnelle? Bon, écoutez, je vous laisse imaginer la réponse qu'on lui a donnée, on ne sait pas, parce qu'on était des spécialistes de la mesure. Ma question, évidemment, ce n'est pas d'avoir aujourd'hui un outil, mais je m'interroge. Comment est-ce qu'on peut anticiper en fait l'usage de la mesure d'un côté et de l'autre, hein, parce qu'on a parlé ici du côté de l'employeur, mais petit à petit la familiarisation de la technologie, de la mesure au grand public. Comment est-ce qu'on peut anticiper ces situations du point de vue légal, mais aussi du point de vue de la prévention collective, pour qu'on puisse en faire quelque chose d'utile, de la mesure, de l'AIA, et puis qu'on puisse transmettre à nos collègues préventeurs sur le terrain quelque chose de fiable sur lequel ils pourront probablement s'appuyer pour faire face à cette situation, à ces exemples qui probablement deviendront très fréquents. Alors, est-ce que vous voulez répondre? Lui, Laurent a levé la main, mais si l'INRS répond à l'INRS, dans un événement organisé par l'INRS, est-ce que l'un de vous trois veut répondre? Je veux dire quelque chose, mais... Aïda Ponce. Première chose, la montre n'est pas un outil diagnostique, pour le diagnostic. Et ça, c'est là, oui, bon, voilà. Ça. Oui, donc c'est ça que dit les producteurs, évidemment, liability toujours, et ça c'est ce que dit la littérature. Donc, évidemment, on ne peut pas... Ce que je dis auparavant, quand j'ai ouvert mon intervention, qu'il ne faut pas tomber dans une situation où on veut numériser ou mesurer tout, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas... Il y a beaucoup de situations où les mesures ne sont pas exactes. Et vous parlez parfois, il y avait des black box effects. Il y a toujours des black box effects. Donc, c'est à vous, comme autant que médecin de travail, je suis désolée, mais c'est de pouvoir savoir si est-ce que ça peut aider à votre jugement, encore une fois, une décision humaine, ou pas. Mais il ne faut pas mettre la montre comme un outil de diagnostic. Et ça, vous voyez, c'est très, très, très... Alors, très rapidement, Monsieur Laurent, parce qu'on arrive à la fin de cette rencontre. Oui. C'est vrai que c'est une réponse un tout petit peu consanguine. Oui. Donc, c'est une question intéressante, mais qui s'est posée déjà il y a quelques temps en santé environnement. Hein, comme vous le savez, dans le domaine de la pollution, il y a beaucoup d'associations qui sont emparées finalement de ce genre de sujet pour avoir leurs petits capteurs pas chers pour détecter la pollution. Et en fait, les citoyens se servent déjà de mesures comme ça pour protester auprès des pouvoirs publics. Voilà. Pour ça qu'aussi il y a des institutions là, comme Airparif qui mesurent la qualité de l'air, mais il y a effectivement un dialogue, je dirais, entre les mesures des citoyens, voilà, et celles des pouvoirs publics. Bon, en situation un peu catastrophique comme après Fukushima, les citoyens sont aussi équipés de compteurs de radiation. C'est assez courant dans le domaine santé-environnement, ça ne surprend plus personne.
Alors, santé-travail, c'est une question. Je me suis des fois demandé, à titre personnel, est-ce qu'un jour, cette pratique ne va pas envahir la santé-travail avec les salariés qui se mettent des capteurs à charge? Alors, j'en suis pas convaincu, parce que c'est très à double tranchant. Je vais vous donner un exemple d'études épidémiologiques. On peut se servir de montres et de leurs accéléromètres pour regarder le type d'activité du salarié, pour regarder après avec des effets de santé. Voilà, avec des systèmes, d'ailleurs, faisant appel à l'IA d'apprentissage en regardant les signaux des différents accéléromètres de la montre, on peut deviner, on peut faire des clusters de salariés, ceux qui ont beaucoup d'activités, ceux qui n'en ont pas beaucoup. Alors, si vous avez ce capteur, ça peut aussi montrer, ça peut permettre à l'employeur de prouver que vous ne faites pas grand-chose par rapport à vos collègues. Donc, c'est à double tranchant. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Laurent. La dernière intervention sera pour Agnès Parent-Thirion, parce que j'aimerais qu'on dise un petit mot sur votre rapport qui sortira le 29 novembre prochain, l'enquête qui paraît tous les 4 ans, enquête des conditions de travail. Où est-ce qu'on peut se procurer ce document? Il est libre? Il sera publié sur notre site web le 29 novembre et on peut l'envoyer à tous ceux qui veulent. Avec une spécificité de cette édition, c'est qu'il couvre une période particulière. Alors on a un souci de micro a priori. Ouais. Donc la période est intéressante parce que c'était en 21, donc il y avait beaucoup de confinement. Et dans tous les pays, le marché du travail était dans un état particulier puisque la plupart des personnes à contrat temporaire leur contrat n'avait pas été renouvelé. Et on a eu beaucoup de situations de distanciation sociale, de travail à la maison. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une description de ce qui s'est passé dans ces pays. Et on a pu identifier 4 situations typiques de travail durant la pandémie. Donc, les gens qui ont travaillé à la maison, les gens en première ligne, les gens qui ont continué à se rendre sur des lieux de travail avec des mesures de distanciation sociale, soit dans les services, soit dans l'industrie. Et on a pu mesurer pour ces différentes situations quelles ont été leurs conditions de travail, donc leur qualité de travail, exposition au risque, exposition aux ressources. Et donc, l'enquête nous montre qu'il y a 30% des gens étaient dans des situations de job strain, donc dans des situations où ils avaient plus d'exposition au risque qu'aux ressources, qui est quand même une proportion énorme. L'enquête aussi montre combien la santé est devenue très présente et très visible, la santé des personnes au travail durant la période. Voilà. Merci de me donner cette occasion de... Donc 29 novembre, enquête sur les conditions de travail, Eurofound. Merci beaucoup Agnès Parent-Thirion. Merci à Aida Ponce del Castillo, grand merci à vous deux. Grand merci à Yann Ferguson qui va rester avec moi et Louis Laurent de l'INRS. Je vous laisse tous trois, je garde Yann Ferguson, descendre et rejoindre la salle.